Et si nous parlions de SVT, science de la vie de la Terre? Le sujet du jour, ADN et spécialisation des cellules. L'ADN, acide désoxyribonucléique. Alors c'est grâce à l'ADN que l'information génétique peut se transmettre de génération en génération. La première cellule, la cellule œuf, contient le patrimoine génétique, donc tout l'ADN, qui va permettre de construire, entre guillemets, un organisme complet. Alors, on s'aperçoit lorsque l'on regarde un être vivant, un homme, un animal, un singe, un chat, qu'il y a différents organes. Or, tous ces organes dérivent d'une seule cellule, qui est la cellule primordiale, c'est-à-dire la cellule œuf. Donc la cellule œuf possède un certain patrimoine génétique spécifique de l'espèce, et si on réfléchit un petit peu, on se dit que ce patrimoine génétique devrait être le même pour toutes les cellules. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a des spécialisations cellulaires au sein d'un organisme. Par exemple, si on prend un cœur, les cellules cardiaques ont un rôle différent des cellules hépatiques, par exemple, c'est-à-dire les cellules du foie. Donc, dans un organisme pluricellulaire, il y a une espèce d'arrangement, d'agencement spécial des cellules qui va se faire au cours de l'embryogenèse et qui va se répercuter au niveau du fœtus, puis au niveau du futur organisme une fois que le bébé est né. Donc il y a une organisation très précise au sein même d'un organisme. Donc on peut se poser la question, comment l'information génétique, donc qui provient d'une cellule œuf, peut-elle permettre la formation de diverses cellules spécialisées? Donc toutes les cellules sont spécialisées. On dit que la cellule œuf, par exemple, on dit qu'elle est, alors pas vraiment la cellule œuf, mais elle possède un certain patrimoine génétique. Elle a la capacité de donner un organisme, mais n'importe quelle cellule de l'organisme peut donner éventuellement un autre organisme. Si par exemple on implante le noyau d'une cellule de peau dans un ovule que l'on a énucléé, eh bien l'enfant qui peut naître après différentes opérations, l'enfant qui va naître sera strictement le clone de la personne qui a donné le noyau de la cellule de peau. On dit que les cellules sont totipotentes. Bon, maintenant, au cours de l'embryogenèse, il y a une spécialisation des cellules qui va se faire. Donc ça veut dire qu'à partir d'un espèce d'amas de cellules, il va y avoir des cellules qui vont migrer et qui vont savoir, alors on ne sait pas trop comment on le sait, mais pourquoi, comment est-ce qu'une cellule peut savoir qu'elle va donner un cœur, un rein, un foie, etc. Bon, c'est difficile à expliquer. Bon, en tout cas, c'est faisable. Et ça se fait en réalité. Alors, donc comment l'information d'origine, celle de la cellule œuf, permet-elle la formation de cellules diversifiées? Alors, nous allons raisonner de manière très simple. Il s'agit de cours de seconde. On va voir l'aspect, le problème sous deux aspects. On va d'abord regarder le génome d'une levure. Génome, donc c'est l'ensemble des gènes d'une levure. La levure, c'est un champignon microscopique, unicellulaire, et nous allons voir l'expression de certains gènes dans certaines cellules spécialisées. Du moins, en quoi certains gènes s'expriment et pas d'autres dans certaines cellules, ce qui va faire qu'on obtiendra des spécialisations cellulaires. Alors, commençons par prendre connaissance de la levure de bière. Alors, le nom scientifique, Saccharomyces cerevisiae, pour ceux qui veulent retenir. On dit la levure de boulanger parce que les boulangers s'en servent pour... alors pourquoi en fait? Quel est l'intérêt, quel est le rôle dans la préparation du pain d'une levure? D'une levure, alors pas d'une levure chimique, parce que la levure chimique c'est une molécule,
Mais la levure réelle, le champignon microscopique qui est tout à fait inoffensif, quel est son rôle? Quel est l'intérêt de mettre de la levure dans une pâte qui va servir à produire du pain? Eh bien simplement, les levures, pour vivre, pour se développer, ont une réaction chimique dans leurs cellules, des réactions chimiques, et parmi ces réactions chimiques, donc l'ensemble des réactions chimiques s'appelle le métabolisme, mais dans ce métabolisme, il y a une réaction un peu spéciale qu'on appelle la respiration cellulaire, qui correspond à l'oxydation du glucose, et cette oxydation libère du dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone, lorsque la levure est intégrée à la pâte, eh bien ce dioxyde de carbone va sortir de la cellule et va, alors si on met une seule molécule de CO2, de dioxyde de carbone, ça ne va pas faire gonfler la pâte, mais un ensemble de molécules de CO2 qui va sortir de la pâte, enfin qui va se mettre dans la pâte, qui va essayer de s'échapper de la pâte, va faire gonfler la pâte en fait. Donc ça donnera au pain un aspect gonflé, avec plein de petits trous, etc. Pourquoi plein de petits trous? Parce que là où il y avait une accumulation de CO2, à la cuisson, les gaz vont s'échapper, mais il va rester le trou. Donc il y a la pâte et il y a des trous à droite et à gauche. C'est pour ça que la baguette est très trouée. Bon, le nombre de chromosomes, alors le nombre de cellules chez la levure c'est 1, le nombre de chromosomes ce sera 16, nous c'est 23 paires. Ici c'est 16, ça veut dire 8 et 8, 16, donc ça fait 8 paires. L'estimation du nombre de gènes dans l'ensemble des 16 chromosomes chez la levure, c'est de 6000. Et le nombre de nucléotides sera de un peu plus de 12 millions. Donc c'est énorme. Alors, un gène, c'est quoi? Parce qu'on dit que sur les chromosomes, il y a beaucoup de gènes. Par exemple, on a dit qu'il y a 6000 gènes répartis dans les 16 chromosomes de la levure. Un gène, donc, c'est une séquence de nucléotides. Alors, nucléotide, c'est quoi? Nous l'avons vu dans un autre cours. Hein. C'est un assemblage de 3 molécules, une base azotée, qui peut être adénine, thymine, cytosine, guanine, donc ATCG, un sucre de désoxyribose et l'acide phosphorique. Donc un gène, c'est-à-dire l'ADN en fait, est une séquence, c'est-à-dire un enchaînement de nucléotides, et comme il y a 6000 gènes répartis dans les 16 chromosomes, ça veut dire qu'il y a 6000 séquences différentes correspondant à autant de gènes. Alors, tout l'ADN, c'est une petite parenthèse, tout l'ADN des chromosomes ne correspond pas forcément à un gène. Il y a des parties qui correspondent à des gènes, d'autres parties qui servent à autre chose ou qui ne servent à rien. Alors, en 1996, donc, le séquençage complet du génome de la levure de bière a été fait. Donc le séquençage a été intégral. Alors la levure, c'est un organisme eucaryote. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle possède un vrai noyau, un noyau avec sa membrane. Ce noyau protège le matériel génétique. S'il n'y avait pas de noyau et que la cellule soit seule, on parlerait d'organisme prokaryote. C'est le cas des bactéries. Alors on peut s'amuser à regarder sur un document donc une partie du séquençage. Hein, on voit qu'il y a par exemple le gène BDH1 qui possède plusieurs centaines de nucléotides. Puis il y a des séquences qui ne correspondent pas à un gène, puis un nouveau gène qui correspondrait au gène ECM1, puis un autre gène CNE1. Bon.
On voit simplement sur le document un alignement des nucléotides, par exemple G, T, G, T, 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 C, C, T, A, etc. Et ça répété de très nombreuses fois. Alors, pas répété, mais la séquence est bien précise pour chaque gène. Et deux gènes donc différents, donc deux séquences différentes, n'ont pas la même séquence. C'est ce qui fait la spécificité des gènes, puisque l'expression d'un gène va donner une protéine qui est un assemblage d'acides aminés. Donc, une protéine, c'est une séquence d'acides aminés bien particulière. Et il existe des mécanismes qui font passer ce gène, enfin un gène, une séquence de nucléotides à une séquence d'acides aminés. Donc il existe des mécanismes assez complexes, très intéressants mais complexes, et ce n'est pas du tout l'objet de l'étude ici. L'objet de l'étude se fera plutôt en première scientifique, en spécialisation, en première spécialisée, SVT. Donc voilà, on s'aperçoit que pour une cellule unique, il y a aussi une cellule eucaryote, mais un organisme unicellulaire. Donc on ne parle pas d'organisme. On dit simplement que la levure, donc ce champignon microscopique, est une cellule qui est toute seule. Elle fait partie des eucaryotes, elle a un génome, et donc tout à l'heure, on a posé la question, l'ADN et spécialisation des cellules. Et puis on s'est posé le problème, comment l'information permet la formation de cellules, comment l'information génétique, donc l'ADN, permet la spécialisation. Alors, si on regarde une cellule, un être unicellulaire, il n'y a pas de spécialisation. Voilà. Maintenant, si on prend le cas de l'être humain, par exemple, on va essayer de comprendre, d'expliquer l'expression de certains gènes dans certaines cellules qui vont de ce fait se spécialiser. Donc certains gènes vont s'exprimer et vont faire en sorte que des cellules vont se spécialiser. Alors, comment est-ce que c'est possible? Bon, les mécanismes sont assez compliqués. On va prendre l'exemple du sang. Donc des cellules sanguines. Dans les cellules sanguines, il y a donc des plaquettes, des lymphocytes et des hématies. Nous allons préciser tout à l'heure. Et ces plaquettes, lymphocytes et hématies proviennent de la moelle rouge des os, du moins de certains os. Et la différenciation de ces éléments sanguins se fait par un mécanisme que l'on appelle érythropoïèse. L'érythropoïèse a lieu dans la moelle rouge des os, donc de la partie spongieuse, par exemple de la tête du fémur chez l'homme. Bon. Mais il existe d'autres endroits où il y a de la moelle rouge qui permet la formation par des mécanismes hématopoïétiques, entre autres, par exemple, qui permettent de former donc ces éléments sanguins. Alors le sang, c'est un tissu, mais il est particulier en ce sens que tous les éléments sont libres. Donc que ce soit les plaquettes, les lymphocytes, les hématies, ne sont pas reliés entre eux. Si on prend un autre tissu, par exemple le tissu rénal, bien les cellules ont une certaine fonction, elles sont assemblées entre elles sont reliées entre elles grâce à, entre autres, une matrice extracellulaire qui possède des éléments entre deux cellules et qui assure une espèce de cohésion entre la cellule. Alors, donc le sang, on a dit, c'est un tissu particulier dans le sens où les cellules sont libres. Elles circulent dans un liquide jaunâtre que l'on appelle le plasma. Alors, entre parenthèses, pourquoi est-ce que le sang est rouge? Eh bien, parce qu'il y a des globules rouges. Les globules rouges, leur rôle, c'est de transporter le dioxygène grâce à des molécules que l'on appelle hémoglobine. Donc les molécules d'hémoglobine fixent l'oxygène, le dioxygène, et il y a des milliards, des millions de molécules d'hémoglobine dans un globule rouge, et comme les globules rouges circulent dans le sang, eh bien cet oxygène va être réparti dans l'organisme et servira pour les différentes cellules pour assurer
la respiration cellulaire, c'est-à-dire la production d'énergie grâce à l'oxydation du glucose. Alors, toutes les cellules du sang se forment par division cellulaire de cellules qui se trouvent dans la moelle osseuse. On dit que ce sont des cellules souches. Par exemple, les hématies, on dit aussi globules rouges. Bon. Leur rôle, c'est de transporter l'oxygène. Les plaquettes, on parle également de thrombocytes, ont un rôle très important dans la coagulation du sang. Si par exemple nous nous coupons, eh bien, il y a une accumulation des plaquettes à l'endroit de la plaie et très vite un caillot va se former. Alors, la coagulation dure à peu près 8 minutes avant que le sang s'arrête de couler. Les globules blancs, quant à eux, c'est-à-dire les leucocytes, leuco ça veut dire blanc, cyte ça veut dire cellule, donc des cellules blanches, on dit les globules blancs, ce sont des cellules du système immunitaire. Alors, chacune de ces cellules va produire, alors excepté les hématies, mais chacune de ces cellules va produire, enfin chacune des cellules qui résultent des cellules souches, en fait, parce on simplifie, eh bien, contiennent des macromolécules, donc des molécules qui vont être spécifiques. Donc chaque cellule fabrique, grâce à l'expression de certains gènes spécifiques, donc qui vont s'exprimer de manière spécifique, vont produire, donc ces gènes, des molécules spécifiques de la cellule considérée, et donc on obtiendra un ensemble de cellules qui auront toutes la même fonction. Par exemple, si on prend les lymphocytes, donc qui sont des leucocytes, il y a à l'intérieur donc un métabolisme, un ensemble de cellules, un ensemble de molécules précises, spéciales, qui vont donner la spécificité de la fonction du lymphocyte, c'est-à-dire agir au niveau du système immunitaire. Voilà, donc pour remplir leur fonction, les cellules vont produire ces fameuses macromolécules qui leur sont propres et qu'on ne retrouvera pas dans d'autres molécules. Enfin, on peut trouver des molécules identiques, mais globalement, quand une cellule s'est spécialisée, on ne retrouve pas les mêmes molécules dans les autres cellules qui ont une spécialisation différente. Alors, on peut s'amuser en laboratoire d'observer une partie spongieuse d'un os, observation microscopique également de la moelle osseuse, donc il faut faire une petite préparation, et on s'aperçoit qu'il y a plein de choses intéressantes à voir. Donc le sang contient des cellules spécialisées qui se forment dans la moelle osseuse par division de cellules souches, donc ils vont donner tout un ensemble de cellules qui continueront ces cellules à se diviser, et en fonction de signaux qui leur seront propres, eh bien, ces signaux qui viennent agir sur l'ADN, en fait, sur certains gènes, vont faire en sorte que certains gènes vont s'exprimer et d'autres ne vont pas s'exprimer. Donc la nature des signaux est très importante, et l'emplacement au niveau duquel ou desquels les signaux vont venir agir sur les gènes vont faire que des gènes vont être fonctionnels, enfin, vont pouvoir s'exprimer ou non. Donc, tel ou tel gène va pouvoir s'exprimer en fonction du signal qui est reçu. Alors, si on prend l'exemple, on regarde au microscope une partie de la moelle osseuse, si on fait un agrandissement, et si on regarde un schéma de cet agrandissement, on verrait une cellule souche non différenciée, les divisions cellulaires de cette cellule souche, et il y aura une différenciation cellulaire qui va donner, alors d'une part des plaquettes, d'autre part des lymphocytes, par exemple, en tout cas la lignée des globules blancs, dont les lymphocytes font partie, et puis va donner des hématies également. Alors, voilà, quel est le rôle des plaquettes? Eh bien, les plaquettes, contiennent des organites qui vont renfermer entre autres plusieurs dizaines de milliers de récepteurs qui vont intervenir dans la coagulation du sang. Donc le rôle est très important, et ces plaquettes proviennent bien d'une cellule souche non différenciée que l'on trouve dans la moelle osseuse, dans la moelle rouge.
Parce qu'il existe une moelle jaune qui est plutôt graisseuse, alors que là on parle de moelle osseuse rouge, à ne pas confondre non plus avec la moelle épinière. Donc voilà, les lymphocytes, eux, qui sont un exemple de cellules, de globules blancs du système immunitaire. Alors chaque globule blanc produit, lorsque ce lymphocyte est fonctionnel par exemple, 5000 molécules d'anticorps par seconde. Bon. Les hématies, quant à elles vivent environ 120 jours et doivent être formées régulièrement dans le tissu de la moelle osseuse. Bon. Donc voilà ce qu'on peut dire. Alors là, on a pris l'exemple, bien sûr, on a pris l'exemple du sang. Donc les éléments du sang, donc ils sont spécialisés. Cette spécialisation, on a bien compris que pour n'importe quel organe, qu'il s'agisse du foie, du système nerveux, du système cardiovasculaire, du système lymphatique, etc., eh bien, à partir d'une cellule souche, en fait, il y aura une spécialisation qui sera possible parce que certains gènes vont recevoir des informations donc en fonction des signaux qui vont être reçus, eh bien tel ou tel gène et donc en fait tel ensemble de gènes va pouvoir s'exprimer et l'ensemble des gènes qui s'expriment va donner un ensemble de molécules. Alors là, ce seront des protéines, va donner un ensemble de molécules dont la fonction fera la spécificité de la cellule et donc du tissu qui va contenir autant de ces cellules, enfin, qui va contenir beaucoup de ces cellules jusqu'à former un organe fonctionnel. Le rein, par exemple, est un organe fonctionnel. Ces cellules ont une fonction rénale, pour certaines. Le cœur a une fonction cardiaque, ces cellules ont une fonction cardiaque, et donc on imagine bien que ce que l'on a vu pour le sang est valable aussi pour n'importe quel organe. Voilà, donc nous avons pu établir le lien entre l'information génétique et la spécialisation des cellules. Alors nous avons étudié cela de manière très simple évidemment. Si on veut compliquer un petit peu les choses, il faut aller vous informer sur Internet. Donc voilà, on a compris que l'ADN existe, il est à l'origine de l'information génétique. La spécialisation des cellules est possible grâce à certains signaux qui vont faire en sorte que certains groupes de cellules vont avoir la même fonction, donc vont avoir une spécialisation. On a étudié ce qui se passait un petit peu chez la levure, sachant que chez la levure, il n'y a pas de spécialisation. Mais on a vu qu'il y a des gènes également qui vont produire des molécules également qui vont faire la spécificité de la levure. Et on a vu que l'expression des gènes dans les cellules sanguines, dans certaines cellules souches qui vont donner en fait les cellules du système sanguin. Donc on a vu que les choses se font de manière très simple en théorie, mais que dans la réalité, c'est d'une complexité incroyable. Le cours est terminé. Merci.